Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Content de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur BCTV. En voici le sommaire. En réaction au discours du chef de l'État sur la situation sécuritaire à l'est du pays, le communicateur de la plateforme Lamuka, Prince Epenge, pense que Félix Tshisekedi n'a rien dit de nouveau. Et puis le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, est allé assister au chargement des équipements venus de l'Égypte et destinés à la centrale photovoltaïque de Chipuka, dont les chantiers se trouvent dans la périphérie de Mbujima. Deux rencontres du championnat national de football de la Vodacom Ligue 1 se sont jouées dimanche dernier dans deux stades du pays. Au stade de Martyr, l'AS Vita Club s'est bien comporté face à l'Étoile de Bukavu, 2-0 en match remis de la troisième journée de la compétition. Encore une fois de plus, bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs. Commençons par cette brève. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Ekienge a représenté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux travaux de la 27e conférence des partis sur le changement climatique, COP27, qui se sont ouverts dimanche 6 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Après la cérémonie d'ouverture de travaux, le Premier ministre a procédé à la visite des différents stands de la RDC aux côtés de la vice-premier ministre, ministre chargée de l'environnement, Eve Bazaïba. Et voilà, et une autre brève dans ce journal, selon un bilan dressé par le porte-parole des FARDC, les général-majors Sylvain Ekenge Bosumo et Fomi, lors du briefing du samedi dernier avec le porte-parole du gouvernement, 2000 jeunes se sont déjà enrôlés dans l'armée à Goma, dans la province du Nord Kivu. Ce recrutement fait suite à l'appel à la mobilisation générale pour la défense de la patrie lancé dans une allocution à la nation jeudi dernier par le chef de l'État. Entre-temps aussi, une réunion tripartite RDC, Angola, Rwanda s'est tenue le même samedi à Luanda en Angola. Les chefs de la diplomatie rwandaise et congolaise ont entre autres convenu de le maintien du dialogue politique comme moyen de résolution de la crise entre les deux pays. C'est une affaire qui reste bien sûr à suivre. Tout le monde dit croire que le Rwanda et l'Ouganda appuient le M23, mais tout le monde devrait aussi se préoccuper et de comprendre pourquoi ce pays ne sont jamais inquiétés par la justice internationale et l'Organisation des Nations Unies au point d'organiser aussi des marches d'accusation et de protestation contre les puissances occidentales derrière le Rwanda et l'Ouganda. Analyse de la rédaction de BCTV signée Sami Bosongo. Pas d'un doute aujourd'hui que ce sont le Rwanda et l'Ouganda qui agressent la RDC sous l'artifice du M23. C'est du reste dans ces deux pays que les éléments d'effet du M23 en novembre 2013 s'étaient réfugiés. L'on sait aussi que quoique ces deux États caressent des velléités expansionnistes aux dépens de la RDC et qu'ils jettent leur dévolu sur ses richesses, ces deux États ne peuvent pas d'eux-mêmes attaquer le pays cachette de l'Afrique à répétition depuis bientôt 3 décennies. Il y a les lois internationales contenues dans la Charte des Nations Unies qui les auraient interdit d'attaquer à répétition le pays de Lumumba. Aujourd'hui, on semble surpris que ces deux pays attaquent la RDC sous l'œil passif de la communauté internationale. Comparativement au cas ukrainien, une certaine opinion ne comprend pas pourquoi, à l'égard du Rwanda et de l'Ouganda, les puissances occidentales ne réagissent pas avec autant de vigueur. L'on comprend qu'il n'est pas dans l'intérêt stratégique ou autre de l'Occident de voir la Russie annexer l'Ukraine. En analysant la littérature abondante sur
Pourquoi la communauté internationale laisse faire le Rwanda et l'Ouganda contre la RDC? L'on met d'abord en évidence que ces deux États sont utilisés comme des États gendarmes par les principales puissances occidentales comme les USA, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc. À ce titre, ces pays du Rift africain font contre la RDC un travail qui lui demande de faire les puissances occidentales, d'où le mutisme et l'inertie de ces puissances. Si les M23 disposent d'armes sophistiquées que le Rwanda et l'Ouganda mettent à sa disposition, la question qu'on doit se poser est qui arme le Rwanda et l'Ouganda pour qu'ils attaquent la RDC sous le masque du M23? Selon les sources, ce sont les multinationales occidentales bien connues qui financent et arment ces pays pour attaquer la RDC. Voilà pourquoi les Congolais ne devraient pas que viser et haïr le Rwanda et l'Ouganda. Ils devraient aussi diriger leur colère contre les puissances occidentales dont les multinationales financent et arment le Rwanda et l'Ouganda. S'attaquer au seul Rwanda et Ouganda, c'est mal diagnostiquer le guépier est congolais et c'est épargner les vrais sorciers de la RDC de depuis toujours. Voilà pourquoi on devrait aussi penser à organiser des manifestations contre les ambassades des USA, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et d'autres puissances occidentales épinglées. Voilà, changeons de chapitre maintenant. Il s'est tenu du 31 octobre au 4 novembre 2022 au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa, la 41e réunion conjointe de ministres en charge de l'énergie et de l'eau de la SADC. Le thème de cette rencontre a tourné autour de la promotion de l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minerais et le développement des chaînes de valeur régionales. Et en tant que président de ministre de l'eau et de l'énergie de la SADC, le ministre congolais de ressources hydrauliques et de l'électricité, Olivier Mwenze Mukaleng, a présidé ces assises. Images et commentaires. Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et le développement de chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique, inclusive et durable. C'est le thème de la 41e réunion conjointe des ministres en charge de l'énergie et de l'eau de la SADC. Au cours de ces assises de 5 jours, soit du 31 octobre au 4 novembre, ils ont discuté sur les résolutions et décisions les mieux adaptées aux problèmes de l'énergie et de l'eau, les deux secteurs centraux de l'industrialisation. Concernant l'eau, ces membres des gouvernements des États membres de la SADC ont apprécié les progrès réalisés depuis la rencontre dernière de Lilongwe au Malawi, apprécié le niveau de production de l'énergie qui doit passer par la ratification du protocole sur l'énergie et apprécié le projet réalisé à travers le corridor des lignes d'interconnexion. Un partenariat doit être créé par la réalisation de ces projets. En matière de l'eau, les ministres ont discuté sur les résolutions et décisions d'une organisation régionale devront gérer le bassin des différentes rivières afin que l'eau soit gérée de façon équitable et juste. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité et président des ministres de l'eau et de l'énergie de la SADC, Olivier Mwenze Mukaleng, a démontré la détermination de la République démocratique du Congo de travailler pour l'industrialisation. Nous sommes donc invités à soutenir l'industrialisation en valorisant les programmes de développement des énergies adaptées aux politiques et stratégies d'industrialisation. Selon le secrétaire exécutif de la SADC, Mpedi Magossi, l'accélération de ce projet est nécessaire. Les deux secteurs sont là pour l'intégration régionale, c'est vraiment essentiel pour le développement de la région. Et si on n'accélère pas la mise en œuvre des projets, ce sera difficile de réaliser l'intégration régionale. Et pour la secrétaire adjointe de la SADC, Angèle Makombo, c'était un moment d'évaluer les progrès réalisés tels que celui du projet du plan directeur gazier. Ces travaux, présidés par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité et président des ministres en charge de l'énergie et de l'eau de la SADC, Olivier Mwenze Mukaleng, ont connu la participation de quelques membres du gouvernement Sama Lukonde.
Merci. En poursuivant, en visite de travail en République démocratique du Congo, le président de l'entreprise Huawei pour toute la région d'Afrique a été reçu vendredi dernier par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Les échanges ont tourné autour de la volonté exprimée par Huawei d'accompagner la République démocratique du Congo pour les développements du numérique sur l'aspect formation, infrastructure, énergie et éducation. Ce reportage porte la marque de Laetitia Mvemba. Entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et la délégation de l'entreprise Huawei s'est axé sur l'engagement de Huawei et son soutien en ce qui concerne les infrastructures et la formation des ressources humaines nécessaires pour le développement. À l'issue de ces échanges, Adnan Ben Alima, vice-président en charge des relations publiques, a indiqué que l'entreprise Huawei reste de plus en plus déterminée à accompagner la RDC dans le développement du numérique. On a exprimé notre volonté d'accompagner le RDC pour le développement du numérique dans le pays. Cela selon plusieurs aspects, que ce soit l'aspect formation, l'infrastructure et le développement des différents secteurs dans le pays, notamment l'énergie, l'éducation, etc. Nous avons eu vraiment beaucoup d'honneur d'être reçus par Monsieur le Premier ministre parce qu'il a exprimé son soutien à notre activité dans le pays et aussi son support pour développer le secteur du numérique dans le pays, ce qui est très important parce que ce genre de support au plus haut niveau de l'État est très très important pour que le numérique puisse se développer et puisse donner les moyens aux citoyens d'avoir plus d'outils dans leurs mains à développer l'écosystème en question. Signalons par ailleurs que quelques membres du cabinet du Premier ministre ont pris part à ces échanges, les directeurs généraux de Huawei en RDC, les vice-présidents en charge des relations publiques et du DG adjoint de Huawei. Vous l'avez suivi au sommaire, réagissant au discours du président de la République, le porte-parole de la plateforme Lamuka, Prince Epenge, estime que ce discours n'a pas répondu aux attentes des Congolais et n'a rien de nouveau. Il souligne que Lamuka est pour l'unité du Congo, mais contre l'idée de négocier avec le Rwanda. On l'écoute, il est joint au téléphone par Laetitia Mvemba, encore une fois de plus. Lombo n'a rien dit de nouveau. La coalition Lamuka, avec son coordonnateur, le président élu Martin Fayulu, depuis les États-Unis d'Amérique, avait appelé le peuple congolais à l'unité. D'abord à l'unité de la classe politique, à l'unité du peuple congolais autour de son armée. Compte tenu de la gravité et de la progression des troupes rwandaises dans notre sol. M. Félix Tshilombo ne fait que suivre le discours du président Martin Fayulu. Nous sommes d'accord qu'il faut qu'il y ait l'unité derrière notre armée, parce que l'armée n'appartient pas à M. Félix Tshilombo, pas plus qu'elle n'appartenait à Kabila, à Mobutu ou à Mouzé. L'armée, c'est l'armée du peuple. La police, c'est la police du peuple. D'où nous devons être derrière l'armée. Mais toutefois, nous disons, il doit nous dire qu'est-ce qu'il avait promis à Paul Kagame. Parce que Paul Kagame dit que Félix doit respecter les accords. Félix doit donner l'ordre aussi à l'armée de contre-attaquer. Il a dit qu'il a signé plusieurs accords. Il a cru qu'avec la diplomatie, ça va marcher. Il a raconté Kagame et Museveni plusieurs fois. La diplomatie n'a pas montré ses effets. Il est allé à Nairobi au Kenya avec Kagame. Il est allé en Angola avec Kagame. Il est allé à New York avec Kagame et Macron. Tout ceci, comme diplomatie, a échoué. La seule option qui reste, c'est que l'armée puisse contre-attaquer. Mais pourquoi Félix a peur de donner l'ordre à l'armée de contre-attaquer? Lamuka, nous les mettons en garde. Nous ne voulons pas l'entendre négocier avec les M23. Nous ne voulons pas entendre que le gouvernement négocie avec les Rwandais ou les Ougandais. Le peuple est déterminé cette fois-ci. Il faut qu'on respecte les Congolais, les Congos. On nous a assez tués comme ça. Nous disons que Lamuka va soutenir l'armée pour que l'armée gagne la guerre.
Toujours dans le même ordre d'idées, les militants du parti de la plateforme Lamuka se sont réunis samedi dernier pour une mobilisation à une marche populaire de colère contre Paul Kagame, président rwandais, et aussi en prévision du retour de Martin Fayulu. Ce retour qui est annoncé pour les dimanches 13 novembre 2022, date où Lamuka donnera 48 heures au Rwanda pour quitter complètement la RDC. Tout à fait autre chose à présent, voulant s'assurer de l'évolution du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités, programme dans lequel le Fonds de promotion de l'industrie FPI a été enrôlé en ce jour à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Mudimu Tshisekedi, est allé assister au chargement des équipements venus de l'Égypte et destinés à la centrale photovoltaïque des Chipuka, dont les chantiers se trouvent dans la périphérie de Mbuji-Mayi. Il s'agit de 52 conteneurs qui s'apprêtent à être acheminés par train à Mweneditu pour une destination finale à Mbuji-Mayi. Suivez. Les tout prochains jours, les chantiers de la centrale photovoltaïque de Chipuka dans la périphérie de la ville de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental pour l'implantation d'un champ solaire d'une capacité de 10 MW et doté d'un système de stockage de 5 MW par heure va connaître des avancées significatives. Pour preuve, tous les équipements nécessaires pour son installation sont déjà arrivés en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Il s'agit de 52 conteneurs regroupant les structures métalliques, les panneaux solaires et bien d'autres composants pour le montage d'un champ solaire voltaïque à installer à Chipuka, dont la superficie est de 83 hectares. Présentement, l'heure est au chargement sur train de Lubumbashi pour Mweneditu. En séjour à Lubumbashi, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertin Mudimu Tshisekedi, conduit par les responsables de l'agence transitaire en douane Trade Service, qui a été sélectionné par le FPI pour dédouaner et évacuer ces conteneurs expédiés par l'entreprise égyptienne Hassan Alam Pejesco, qui est en train de construire cette centrale photovoltaïque. La délégation du FPI, conduite par son directeur général, a reçu de la part de l'un des partenaires de Trade Service, Impala Terminals, qui se charge de toute la logistique, les explications nécessaires relatives à l'expédition de ces 52 conteneurs par train vers Mweneditu et atteindre la destination finale, le chantier de Chipuka. Monsieur Guy Kimenyembo est l'un des responsables de l'agence transitaire en douane Trade Service. Et comme vous pouvez le constater, la marchandise est bien arrivée à Lubumbashi. Et sous le plan logistique, nous y mettons le maximum d'efforts pour pouvoir les acheminer le plus rapidement possible vers Mweneditu et ensuite Chipuka. Et nous accompagnerons donc le FPI dans la totalité sur le plan logistique et dans les meilleurs délais, donc comme on vient d'avoir des explications sur le plan technique. Très satisfait, le directeur général du FPI, Bertin Mudimu, a tout de même demandé aux responsables de l'agence transitaire en douane et son partenaire en charge de la logistique de lui soumettre le plus rapidement possible un chronogramme bien défini pour cette opération d'expédition, vu le caractère très urgent que revêt ce projet pour répondre à un besoin très pressant de la population du Kasaï oriental, qui est d'être dotée d'énergie électrique, et cela est le vœu du président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut considérer que la distribution physique chez nous pose des problèmes, des contraintes, des locomotives, de la voie. Mais les marchandises ou les produits sont déjà arrivés ici à Lubumbashi. Nous sommes venus contacter Trade Service pour nous donner plus ou moins la programmation de ces envois vers Chipuka. Et ils nous ont donné une estimation du programme, du calendrier. Et nous pensons que si tout marche bien, les choses vont arriver à moins du tout, je crois, vers le mois de décembre, le mois de janvier. Parlons toujours du Fonds de promotion de l'industrie et surtout de son directeur général qui a profité de son séjour à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour visiter les installations de la société MAC Industrie, cette unité industrielle spécialisée dans la fabrication des emballages pour le transport de produits miniers qui est en faillite et qui vient d'être rachetée par la société Bag & Sachs spécialisée dans la production des emballages biodégradables et recyclables qui est opérationnelle à Kimpese, territoire de Songololo dans la province du Congo central. Le promoteur de ce projet qui vient de racheter MAC Industrie sollicite du FPI un financement pour installer Bag & Sachs Katanga. Et le directeur général du FPI a tenu de se rendre à l'évidence en visitant les installations de MAC Industrie avant de se prononcer sur le financement de ce projet qui viendra booster la production locale des emballages biodégradables et recyclables en RDC. Suivez. Ça a été annoncé depuis des mois et les négociations ont été bouclées. La société MAC Industrie, spécialisée dans la fabrication des emballages pour le transport des produits miniers, après une longue période d'inactivité, vient d'être rachetée par la société Bag & Sachs, spécialisée dans la production des emballages biodégradables et recyclables, qui est opérationnelle à Kimpese, dans le Congo central. De cette opération de rachat, qui s'est faite sous la facilitation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, qui avait financé les deux projets, MAC Industrie se migre à Bag & Sachs Katanga. En tant que facilitateur de cette négociation et en sa qualité d'institution financière qui accompagne ces deux grosses machines industrielles, le FPI, à travers son directeur général, Bertin Moudimou Tshisekedi, a tenu à se rendre à l'évidence en visitant les installations de MAC Industrie à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, avant de se prononcer sur le financement de Bag & Sachs Katanga. Ce projet qui viendra booster la production locale des emballages biodégradables et recyclables en République démocratique du Congo. Reçu par le promoteur du projet Bag & Sachs, M. Hussein Lada, Bertin Moudimou Tshisekedi, entouré des experts du FPI, a eu à faire le tour de la propriété et des installations de la défaillante MAC Industrie. Ce sont des machines devenues vétustes et désuètes par rapport à l'évolution technologique qui ont été visitées par la délégation du FPI. À en croire le nouvel acquéreur du projet, le financement attendu du FPI sera affecté au renouvellement des bâtiments existants et à la mise en place de nouveaux ateliers. La société Bag & Sachs Katanga va produire localement des emballages destinés au transport de minerais et servir en même temps des emballages pour les cimentiers et agriculteurs de l'espace Grand Katanga. L'opération d'acquisition est déjà terminée. Maintenant, on est dans la phase d'implémentation des plans de réinvestissement et réhabilitation les bâtiments existants. Et on a déjà placé des commandes pour les nouvelles machines qui vont arriver d'ici 6 mois. Alors on n'a pas beaucoup de temps pour vraiment commencer les démarches de construction, de réhabilitation, connexion de la ligne électrique pour se préparer avant que les machines arrivent. On estime que si on peut terminer tout ce mois-ci, on espère d'avoir les premières productions déjà en mai l'année prochaine. Aussi, le directeur général du FPI a été informé du fait que la capacité globale annuelle de l'usine à installer fait une projection de 36 millions de sacs vides de ciment, 12 millions de sacs vides pour les produits agricoles et 2 millions de big bags pour les miniers. Et sur le plan socio-économique, Bag & Sachs Katanga pourra créer environ 400 emplois directs, en plus des économies, des devises et de l'élargissement de l'assiette fiscale qui en découleront. Bertin Moudimou l'a dit, l'accompagnement du FPI est envisageable.
il était question que nous venons ici à Lubumbashi pour voir de visu la proposition nous faite par Back & Sack de récupérer une autre société, MAC, qui a eu des problèmes, mais il faut les placer dans le cadre d'une politique de rationalisation afin de pouvoir améliorer la production au niveau de Lubumbashi. Évoluons dans ce journal avec cette information en bref. C'est dans un communiqué rendu public samedi 5 novembre suite aux incidents dramatiques survenus après le concert de l'artiste Fally Ipupa au Stade des Martyrs. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Fora Katunga, témoigne son soutien à l'artiste et sollicite des enquêtes approfondies pour élucider l'affaire. En attendant les résultats de l'enquête, la ministre déplore tout ce cas des décès et compatit avec les familles éprouvées en leur présentant ses sincères condoléances. Par la même occasion, la ministre Katunga appelle la population congolaise à ne pas céder à la manipulation qui tenterait de nuire à la personne de l'artiste et de le mêler dans une manœuvre de distraction. Voilà. Nous évoluons. La 8e édition du Salon international du textile africain s'est clôturée dimanche 6 novembre à Lomé, organisé sous les thèmes « Industrie du pagne en Afrique, innovation et intelligence collective au service de l'autonomisation des femmes et des jeunes ». CITA, en sigle donc, a réuni plusieurs stylistes venus de l'Afrique. Ce reportage est signé Feza Clémence. La capitale togolaise a abrité du 4 au 6 novembre la 8e édition du Salon international du textile africain où plusieurs stylistes se sont déplacés pour présenter leurs collections. Durant 3 jours, plusieurs plats du menu étaient servis. La première journée a été marquée par la cérémonie d'ouverture en présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Communication, Edenze Kodjo, à l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Les défilés de mode étant l'une des activités phares du site à 2022, 44 stylistes venus de toute l'Afrique ont présenté leurs collections. La RDC a marqué sa présence avec des tenues confectionnées avec des tissus antiques Kuba représentant les centres de la RDC, tissus aux motifs religieux et festifs symboliques, Ngozi en peau de vache, habit des ancêtres de l'Est de la RDC. La conférence internationale marquant la 2e journée a regroupé une centaine de participants venus de l'Afrique et a été placée sous les thèmes « Industrie du pagne en Afrique, innovation et intelligence collective au service de l'autonomisation de femmes et jeunes », avec comme but principal l'interpellation des Africains à une prise de conscience pour faire accélérer les processus d'industrialisation. La soirée de clôture Nuit des Cotons, où plusieurs mannequins ont présenté les œuvres de différents stylistes dans la salle VIP de l'hôtel 2 février de Lomé, a clôturé CITA 2022. Par la même occasion, l'Afrique du Sud a remporté les prix du meilleur styliste. C'était lors de la soirée des clôtures Nuit Coton où plusieurs mannequins ont présenté les œuvres de différents stylistes dans la salle VIP de l'hôtel 2 février de Lomé. Parlons sport à présent dans ce journal. Sami Bossongo va nous donner les résultats enregistrés au terme des rencontres organisées le week-end dernier, respectivement au stade des Martyrs à Kinshasa et au stade Père Augustin Kikula à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Triomphe de suite pour l'association sportive Vita Club à cette phase allée de la 28e édition de la Vodacom Ligue 1. C'était hier dimanche 6 novembre au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa face à la modeste équipe de l'Étoile du Sud battue par 2-0. Après une première mi-temps sans but, où l'Étoile du Kivu s'est montrée héroïque, il a fallu attendre la seconde période pour voir les Moscovites scorer avec la bénédiction des changements effectués par le coach Raoul Chungu.
sont d'abord Glody Kikwama, ensuite Maroufo Tchakei. Dans l'autre rencontre du jour, organisée au stade Père Augustin de Kikula à Likasi dans le Haut-Katanga, l'US Chinkonku a eu raison de l'US Panda B52. Le club hôte a marqué dès la 3e minute par Mwaku Malanda, mais les bombardiers ont vite réagi avec l'égalisation survenue à la 27e minute grâce à Grace Koje. Réduit à 10, les Corbeaux de Kananga ont eu de la force nécessaire pour scorer de nouveau par le même Mwaku Malanda à la 75e minute. 2-0. Ce sera le score final. Par ailleurs, au terme de ce rencontre, le podium dont le classement provisoire est occupé par l'association sportive Vita Club avec ses 12 points, plus 5 de différence de but après 4 rencontres. Blessing FC 11 points, plus 6 de goal average au terme de 6 duels. Et enfin, le tout-puissant Mazembe 10 points, plus 6 de différence de but au bout des 4 duels. Toujours en sport, une victoire, 2 défaites, 3 points, 3e place occupée à la phase de groupe. C'est le bilan du tout-puissant Mazembe version féminine à la 2e édition de la phase finale de la 2e édition de la Ligue de champions de la CAF version femme après sa défaite dimanche dernier au stade de Marrakech. Encore une fois de plus, Samy Bosongo. Journée de la phase de groupe dans la 2e édition de la Ligue des champions de la CAF version féminine. Le tout-puissant Mazembe a été noyé par Mamelodi Sundowns qui l'a terrassé par 4-0 dans la soirée du dimanche 6 novembre 2022 au grand stade de Marrakech au Maroc. Ainsi, après une entrée réussie en Ligue des champions avec une victoire devant la formation égyptienne de Wadi Degla, le tout-puissant Mazembe Dames a enregistré 2 défaites consécutives, d'abord devant Bayelsa Queens du Nigeria, ensuite et enfin face au sud-africain de Mamelodi Sundowns. En définitive, au terme de sa première participation, le tout-puissant Mazembe regagne les pénates avec 3 points dont Saji Bessière, 1 but marqué et 6 buts encaissés. Voilà qui met fin à ce journal, mais avant tout, les rappels de principaux titres. En réaction au discours du chef de l'État sur la situation sécuritaire à l'est du pays, le communicateur de la plateforme Lamuka, Prince Epengue, pense que Félix Tshisekedi n'a rien dit de nouveau. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudimou Tshisekedi, est allé assister au chargement des équipements venus de l'Égypte et destinés à la centrale photovoltaïque de Chipuka, dont les chantiers se trouvent dans la périphérie de Mbuji-Mayi. 2 rencontres du championnat national de football de la Vodacom Ligue 1 se sont jouées dimanche dernier dans 2 stades du pays. Au stade de Martyrs de Kinshasa, l'AS Vita Club s'est bien comporté face à l'Étoile de Bukavu, 2-0 en match remis de la 3e journée de la compétition. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de BCTV. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.